tôt. Et donc on s'est dit, bien évidemment chez Amnesty, il faut qu'on fasse quelque chose d'important là autour. Et donc il y a plusieurs événements, et je vais y revenir. All Right est sans doute le premier d'une longue série qu'on a entamé jeudi dernier en lançant officiellement les résultats d'un sondage. Et c'est pour ça que Marc Dumoulin, qui est le directeur de l'Institut Dedicated, qui est l'institut qui a réalisé ce sondage, va venir nous présenter. All Right, c'est une longue journée, vous avez le programme sous les yeux, il y a beaucoup de choix à faire puisqu'on a une quarantaine d'intervenants. On aurait pu, à l'occasion de ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, faire un retour en arrière. On aurait pu parler de la situation des droits humains aujourd'hui dans le monde, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à en dire, hein. Vous suivez sans doute à travers le rapport annuel d'Amnesty les situations de droits humains qui, dans la majeure partie des États, malheureusement, sont vilipendées, ne sont pas respectées. Vous savez que Amnesty a une grande campagne qui défend les défenseurs des droits humains, puisqu'aujourd'hui les défenseurs des droits humains sont en danger un peu partout dans le monde. En Belgique, la situation n'est pas celle-là, mais on a quand même un secrétaire d'État qui régulièrement vilipende ces droits. N'hésite pas à proposer qu'on contourne l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on n'est pas seulement aux États-Unis avec un Trump, mais en Belgique ici aussi, avec toute une série de dirigeants qui estiment que les droits humains aujourd'hui, autant ne pas les respecter. Donc on a du travail chez Amnesty, beaucoup de travail, et donc on s'est dit aujourd'hui, on ne va pas faire un retour en arrière, on ne va pas analyser la situation des droits humains aujourd'hui, mais on va regarder ce qui nous attend dans l'avenir avec tous ces enjeux. Et c'est comme ça qu'on a conçu la grille et le programme de All Rights. Je ne vais pas revenir dessus en détail puisque vous avez, j'imagine, la brochure sous les yeux. Il va falloir faire des choix qui vont être assez cornéliens, j'imagine, pour les défenseurs des droits humains que vous êtes, vous aussi, chacun et chacune. Donc il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de débats. C'est des débats qu'on veut interactifs avec vous, donc vous aurez chaque fois un moment de parole et on vous encourage largement à le prendre et à débattre avec nous et avec les intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Et donc on va commencer maintenant avec la présentation du sondage. Alors vous l'avez peut-être entendu cette semaine dans la presse, on a rendu ces résultats publics jeudi dernier, avec notamment les journaux télévisés, les journaux parlés de la RTBF, d'RTL, les différents quotidiens qui en ont largement parlé. On est très contents. Parce qu'en fait, ce sondage, qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle que il révèle que les Belges francophones, puisque c'est un sondage qu'on a réalisé uniquement du côté francophone du pays, sont attachés au respect des droits humains. Et c'est évidemment pour nous une bonne nouvelle, puisque 75% des personnes sondées disent être réellement attachées, intéressées, sensibles au respect des droits humains. Mais parallèlement à ça, il y a 41% de la population qui estime que les droits humains sont, leur respect en tout cas, aujourd'hui, il se dégrade. Les droits humains se dégradent partout dans le monde. Alors bien sûr, ils ont le sentiment que ça se dégrade surtout dans des pays d'Afrique. Mais ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a 30% de cette population qui estime que dans nos pays, en Europe de l'Ouest, ils se dégradent également. Et on ne peut évidemment que leur donner raison. Et voilà, c'est en tout cas quelque chose qu'on a voulu rappeler à nos dirigeants, puisque 13% de la population seulement estime que les politiques jouent un rôle positif dans le respect de ces droits. On constate que la population belge francophone a surtout l'impression que c'est les ONG, et dont Amnesty, qui défendent ces droits humains, mais que les politiques n'y sont pas pour grand-chose. Et ils estiment d'ailleurs, ils sont 1 sur 2 à penser que les politiques devraient faire plus. Alors ce qu'on a analysé aussi dans ce sondage, c'est finalement quel est le comportement des Belges francophones par rapport aux droits humains. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont prêts à les défendre ? Dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêts à descendre dans la rue pour défendre ces droits ? Ce qu'on constate, c'est qu'on n'est plus dans le même contexte que celui des années 80, ou la période des grandes manifestations contre le nucléaire, etc., auxquelles vous avez peut-être participé à l'époque. C'est plus ce type d'engagement-là aujourd'hui, et c'est vrai, on le voit aussi, on ne va pas vous mentir, quand on organise des manifestations, des mobilisations, Amnesty, finalement on n'est pas très nombreux dans les ambassades, mais cet engagement il s'exprime autrement, notamment via une consommation plus durable, notamment via l'éducation. Donc il y a d'autres manières de s'engager aujourd'hui, il y a d'autres manières de défendre les droits.
la plateforme citoyenne d'hébergement, dont vous faites peut-être partie, en est un exemple évidemment qu'on doit saluer au niveau d'Amnesty aussi, parce que finalement cette plateforme, elle est aussi devenue une plateforme de contestation par rapport aux politiques migratoires qui sont menées en Belgique. Voilà, donc ça révèle plein de choses. Ce sondage, on pourrait en parler une journée entière, on est obligé de faire des choix. Marc le connaît puisque c'est lui qui a sondé cette population. Donc je vais lui passer la parole, mais peut-être juste encore un petit mot pour vous dire que All Right, c'est le premier événement public qu'on organise le 10 à l'occasion de cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y en aura d'autres. Et notamment une distribution très massive de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce qu'un des grands enseignements de ce sondage, et c'est sans doute celui qui nous inquiète le plus chez Amnesty, c'est que vous le verrez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'est pas bien connue du public. Elle n'est pas bien connue et elle est encore moins bien connue de la part des jeunes, donc des jeunes adultes de 18 à 34 ans, des jeunes adultes qui sont 67% à ne pas connaître du tout ce texte ou ne pas savoir ce que comporte ce texte. Donc on s'est dit chez Amnesty, il faut qu'on réagisse et on a décidé de distribuer à chaque ménage francophone la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc cette déclaration, enfin sa version simplifiée, va arriver dans les boîtes aux lettres de chacun d'entre vous autour du 10 décembre. Donc c'est une distribution extrêmement massive, c'est une sacrée gageure. On parle de plus de 2 millions d'exemplaires qui vont être distribués, je crois que c'est un record pour Amnesty. Voilà, donc on a lancé une collecte de fonds aussi spécifique là-dessus parce qu'on estime qu'on est dans notre mission en distribuant cette déclaration, en la faisant connaître mieux. Donc ça va aussi être une des actions qu'on va mener. On a créé des transats aussi. Des transats, c'est une forme d'exposition. On a voulu que les gens viennent s'asseoir dans les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc vous les verrez, ils sont exposés aussi. 30 transats qui reprennent chacun un article de la déclaration. Et on voudrait organiser des rencontres dans ces transats, des discussions autour de ce texte. Texte qu'on a reconstitué, enfin vous connaissez pour certains d'entre vous en tout cas le passeport des droits humains qui a été distribué à plusieurs milliers d'exemplaires déjà depuis plusieurs années en Belgique, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'il voyage, ce passeport, il va dans certains pays d'Afrique. On a eu des défenseurs qui sont arrivés en brandissant ce passeport et en disant, vous savez, pour nous, c'est vraiment un outil qui nous protège, parce que quand on est face à une police violente, eh ben, on sort ça. Et c'est un élément symbolique très très fort, y compris dans des pays d'Afrique. Donc voilà, ce passeport, on en a sorti une nouvelle édition à l'occasion des 70 ans, et on veut évidemment qu'il soit distribué le plus massivement possible. Les écoles, bien sûr, sont une cible primordiale pour Amnesty. On a de nombreux animateurs qui vont dans les écoles du pays pour expliquer cette déclaration, pour animer le passeport, pour expliquer aux élèves pourquoi c'est important de défendre cette déclaration, de défendre ses droits, parce que c'est vraiment le leitmotiv et le slogan de cette campagne du 70e, c'est « Les droits humains nous protègent, protégeons-les ». Voilà, je terminerai là-dessus. Je vais passer la parole à Marc, que je remercie. Je vais te mettre ton PowerPoint. Il y a des projets aussi jolis que celui-ci. Je vais vous présenter donc les principaux éléments d'un sondage qui est sorti dans la presse. Comme ça, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Je vais même commencer par vous expliquer un petit peu comment on fait un sondage. Donc, on a fait un sondage sur 1005 personnes francophones. Donc, un échantillon représentatif de la fédération des habitants de la fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un très gros échantillon, 1005. Quand vous voyez les baromètres ou de popularité ou d'impopularité de Macron en France, c'est toujours des sondages sur 1000 personnes pour la France. 1000 sur la Wallonie-Bruxelles, c'est un très gros sondage. Et ces sondages sont faits par Internet. Donc c'est la technologie qui, pour le moment, est devenue largement dominante en matière d'études de marché. Avant, c'était le téléphone. Il arrive encore qu'on vous dérange chez vous, mais c'est plus souvent pour vous vendre des choses que pour vous consulter. Et avant encore, il y a très longtemps, je me dis depuis longtemps, c'était le porte-à-porte. On allait sonner aux portes des gens. C'est devenu des choses impayables et c'est devenu surtout irréalisable. Les gens n'ouvrent plus leurs portes pour d'autres raisons indépendantes du contexte qui nous concerne. Donc nous disposons d'un très gros panel, à peu près 130 000 personnes, disposées à participer
à des sondages en ligne, au moins occasionnellement. On a recueilli de tas de manières, ils viennent sur notre site, ils viennent, on les contacte en rue, on a un système de bannerie, on leur propose de enfin, voilà, on est pour un tas de bonnes raisons, ces personnes ont envie de donner leur avis et reçoivent une petite rémunération, mais vraiment pas grand-chose, pour répondre à nos sondages, rémunération qui va s'accumuler au fil du temps. Et voilà, ce n'est pas des grosses sommes, on ne va pas dire que les personnes qui répondent à des sondages en ligne font ça pour la rémunération. Il s'agit vraiment d'une rémunération plus de courtoisie qu'autre chose. Alors, et je terminerai par les aspects techniques, quand nous faisons un sondage sur par exemple 1000 personnes, eh bien, nous devons lancer à peu près 10 000 invitations. Donc nous envoyons 10 000 emails à des gens qui sont repris dans la région ou à l'Uni-Bruxelles ici, qui nous intéressent, et nous sollicitons leur collaboration à un sondage sans être trop explicite sur le sujet que nous allons sonder. Si on leur dit qu'on va faire un sondage sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, nécessairement, on va amener une partie de personnes que cela n'intéresse pas à dire « je m'en fiche ». Même chose, je fais un sondage sur la chasse demain, puisque ça vous arrive de faire des sondages sur la chasse. Si vous dites « je fais un sondage sur la chasse », il y a des tas de personnes qui ne chassent pas, qui n'aiment pas la chasse, qui ne vont pas répondre. Donc, nous amorçons l'email avec un sujet très simple. Nous faisons une étude sur un sujet de société. Et cette introduction n'est pas segmentante, au sens qu'on ne va pas se dire j'aime ou j'aime pas, ça m'intéresse pas, ou plus gentiment, je m'y connais pas, puisque c'est le plus souvent ce point-là. Quand on dit aux gens, je fais un sondage sur la politique, beaucoup ne répondent pas parce qu'ils n'aiment pas la politique, mais encore plus ne répondent pas parce qu'ils disent je m'y connais vraiment pas bien, je sais déjà pas pour qui je vais voter, donc votre sondage, je ne peux pas le faire. Voilà pour la méthode. Je terminerai en disant que si nous lançons 10 000 invitations, l'échantillon qui arrive à la fin, les 1000 personnes, les 1005 personnes que nous étudions ici, en l'occurrence, ne sont pas le fruit du hasard. C'est-à-dire, c'est pas on lance 1000 et on verra bien ce qu'on a. Hein. Et intuitivement, on pourrait se dire, bah oui, on a plus de jeunes, oui, parce que les jeunes vont plus sur Internet. Oui, c'est vrai, mais ils font beaucoup de choses sur Internet, mais pas de sondages. Donc les jeunes sont, en l'occurrence, les plus difficiles à recruter par Internet. On dit, oui, on a que les riches. Non, tout le monde a un ordinateur maintenant. Oui, on a que les gens qui n'ont rien à faire, parce qu'il y a longtemps de réponses. Non. On a donc des critères qui sont des critères sociodémographiques, la répartition géographique, le genre, l'âge, la situation familiale, la classe sociale que nous calculons à partir du niveau d'instruction, le dernier diplôme obtenu, et la situation professionnelle, ou l'ex-situation professionnelle, pour les gens qui, volontairement ou involontairement, ont arrêté de travailler. Voilà. Ce profil de chaque candidat répondant est confronté à ce que nous attendons comme forme d'échantillon, comme profil d'échantillon. Et si certains quotas, si certaines catégories de personnes se remplissent plus vite que d'autres, d'autres se remplissent moins vite. Mais à la fin, nous insistons dans les catégories qui se remplissent moins vite, davantage pour arriver à atteindre la parfaite représentativité. Voilà. Donc les 1000 personnes sont des personnes qui ont répondu à un questionnaire d'à peu près une quinzaine de minutes, qui l'ont fait bien, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'elles ne l'ont pas fait trop vite, qu'elles n'ont pas mis partout 5 pour aller vite. Donc on appelle ça les speeders d'un côté, les straight runners, on a notre petit jargon. Donc nos machines vérifient que la personne a bien complété les choses. Voilà. Pour terminer sur l'aspect méthodologique, je dirais que nous avons réalisé le sondage au mois de juin, qui est une période pas particulièrement suspecte. Je veux dire, il n'y avait pas à cette époque-là un événement international, national, qui aurait pu expliquer des positions particulièrement marquées, exacerbées sur la thématique que nous abordons. Bien entendu, la thématique des réfugiés participe
de la notion des droits humains, et Valérie évoquait encore l'omniprésence de notre secrétaire d'État, son énorme zèle en cette matière, il n'y avait pas, au moment où nous avons mesuré, il n'y avait pas un pic particulier qui pouvait dire, tiens, voilà, la photo que Dedicated a prise en juin est une photo pas représentative. Parce que ce jour-là, à ce moment-là, il y avait des choses, des événements qui ont pollué le sondage, la manière de répondre des gens. Voilà. Excusez-moi d'avoir fait cette petite introduction méthodologique, mais j'aime mon métier, je ne peux pas m'en passer. Donc, voilà, comme ça, c'est fait. Je vais vous présenter quelques résultats. Ces résultats, je suis désolé, hein, c'est un peu petit, mais c'est des extraits du rapport que j'ai remis à Amnesty. Alors, je vais vous montrer un tableau. Si ça marche ou pas? Ça marche. Ça va? Vous m'entendez avec ça? Ouais. Alors, vous retrouverez sur les principaux tableaux que j'ai sélectionnés, vous retrouverez en haut la question qu'on a posée. En l'occurrence, c'était la première question. La toute première question du questionnaire, c'est à quoi pensez-vous directement lorsque l'on évoque les droits humains? Et ceci, c'était une question, une réponse spontanée. Je suis encore un petit peu technique. Spontanée, ça veut dire que rien n'apparaît à l'écran des personnes qui répondent, et elles doivent compléter par elles-mêmes ce qu'elles pensent. Il ne faut pas abuser de ce genre de questions, parce qu'en ligne, les gens veulent bien s'en taper une ou deux. Vous avez déjà complété peut-être des sondages. Si vous voyez plusieurs fois des espaces à remplir, vous vous dites... Hein, donc, on peut le faire une fois ou deux, mais pas trop. Alors, ici, c'était l'idée de voir, tiens, si on dit droit humain, quelles sont les idées qui viennent directement à l'esprit? Et il y a des gens chez nous qui vont reprendre tous ces termes, tout ce verbatim, on appelle ça comme cela dans notre jargon, et qui vont dire, bon voilà, ça et ça, on peut mettre ensemble, justice contre, ou les injustices, voilà, ça on met ensemble, racisme, on met, voilà. Donc vous retrouvez les réponses ici, spontanées, exprimées en pourcentage, rapportées à l'échantillon total d'abord. Nous trions alors ces résultats. Je ne vais pas faire chaque fois l'analyse sur tous les critères, hein, parce que nous sommes là encore là demain soir. Selon qu'on est un homme ou une femme, selon qu'on est jeune ou moins jeune, et selon la classe sociale à laquelle on appartient. Nous avons les groupes sociaux dits supérieurs, les plus éduqués, puisque l'éducation est essentiellement déterminante de la catégorisation, et les groupes sociaux dits inférieurs. Je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, parce qu'il y a une constance souvent dans cette étude, à savoir que les jeunes sont largement moins sensibilisés aux droits humains que ne le sont les plus âgés, et que la catégorisation sociale n'influence pas les choses, ou peu. En d'autres mots, les personnes plus éduquées, ou on va le prendre dans l'autre sens, moins éduquées, n'ont pas un désintérêt plus important, ni même, semble-t-il, une connaissance moins importante que les catégories sociales éduquées. Le problème, c'est les jeunes. C'est un véritable problème global pour le monde des ONG qui ont de plus en plus de difficultés à recruter des adhérents, des donateurs parmi les plus jeunes, pour des tas de raisons. Mais la principale, c'est que le jeune, actuellement, se sent en insécurité, principalement du fait de ses perspectives professionnelles, et qu'il est dans le mois d'abord. Le mois d'abord est fort à la mode, hein, pour le moment, mais c'est pourquoi on s'occupe de plein de problèmes ailleurs, ou qu'on ramène des problèmes ici. On a travaillé sur la thématique des réfugiés, alors que moi, j'ai pas de boulot. C'est un raisonnement hyper simplifié, mais il est celui-là. Donc, quand on parle de réfugiés, par exemple, mais aussi de conflits cachés à travers le monde, le jeune est particulièrement peu impliqué.
ne connaît pas bien, ne s'intéresse pas bien. Vous retrouverez enfin la base sur laquelle l'échantillon porte. Voilà, ça c'était la dernière chose, aspect méthodologique, dont je vais parler. Alors rentrons maintenant dans les résultats. Je dis droit humain, vous pensez à quoi? Alors, on a évoqué 18%, tout type de droit, vient ensuite 18% l'égalité, le respect, la liberté. On a une série de valeurs morales qui reviennent très directement. Et si les gens vont nous dire par après, ben vous savez, au fond, le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, il y a 8% qui disent je l'ai lu, mais il en est à moins que elle contient, ou on suppose qu'elle contient, toutes des valeurs qui sont largement partagées dans notre société. Et donc, on va présumer, on va supposer que la Déclaration universelle des droits de l'homme met en avant le respect de la liberté politique, la liberté de circuler, critique le racisme, etc. Il y a beaucoup de valeurs. Mais on constate néanmoins que le volume d'expression qui est arrivé sur les écrans que les gens ont tapés est faible. J'ai pas beaucoup de choses qui ont été citées. Ou j'ai des notions très globales, un peu dans le genre, ben ouais, on va s'y attendre, hein, ça va de soi. Hein, ça tombe, c'est évident. Notons quand même, et c'est déjà un point important, mais qui sera lourdement confirmé par la suite, c'est que apparaissent déjà les ONG et notoirement Amnesty International dans cette liste. Donc, un peu moins d'une personne sur 10, quand on dit déclaration droit humain, pardon, eh bien on va dire Amnesty International. Et on verra tout à l'heure, je répéterai ce que Valérie avait déjà dit, hein, à savoir que c'est effectivement aux ONG qu'on reconnaît le plus grand combat en faveur des droits humains. Voilà pour l'introduction sur les droits humains, les associations d'idées spontanées. On leur a demandé, ça se passe comment de votre point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment qu'au cours des dernières années, on n'a pas fixé un événement temps particulier, on n'a pas dit depuis le... Non, on a dit au cours des dernières années, est-ce que vous avez le sentiment que ça se passe bien, hein? Que ça a au fond mal évolué, assez mal évolué, pour pas bouger, c'était pas terrible, mais ça n'a pas bougé, ou ça s'est vraiment bien arrangé? L'écran rend un peu mal le vert foncé ici, qui est celui des très enthousiastes, qui disent vraiment les choses ont très fortement évolué au cours des dernières années. Mon imprimante a consommé sur cette page plus de rouge et orange que de vert. Le sentiment global de la population, c'est que les choses vont moins bien, que les droits humains, on ne parle pas encore de déclaration universelle des droits de l'homme à ce moment-ci du sondage, on parle de droits humains, dans l'acceptation que chacun en a, et bien que les choses vont moins bien, qu'elles vont particulièrement moins bien en Afrique. 51% des personnes interrogées disent que la situation des droits humains en Afrique s'est fortement dégradée ou un peu dégradée. En Amérique du Sud, 42%. En Asie, 41%. Donc la moyenne entre, on va dire, la balance entre le ressenti des évolutions positives, des gens qui ont dit « j'ai le sentiment que ça va mieux » et le ressenti des évolutions négatives est de moins 28%. Donc le sentiment global de la population francophone belge est que la situation se dégrade. Elle se dégrade par contre moins chez nous, en Europe de l'Ouest, puisque nous avons ici une balance tout à fait équilibrée. C'est-à-dire que les positifs... C'est moi qui fais ce petit bruit comme ça. Il doit arrêter en fait. Qu'il y a autant de gens qui pensent que ça s'est amélioré que de gens qui pensent que ça s'est détérioré. Voilà. Mais bon, c'est pas folichon. Le sentiment, c'est que les choses vont mal. Bon, il y a tout un tas de choses, il y a la médiatisation, je vais déposer ce micro parce que je pense que je fais trop de
ici. Celui-là, comme ça. C'est bon, comme ça. J'aime bien me promener, hein, si c'est bien. Voilà. Mais si je fais comme ça, c'est bon, ça. Là, on m'entend. Alors, je vais le mettre là. C'est moderne, hein. Et je le mets là. Là, que ça. On m'entend? Non. Sinon, on retourne aux vieilles méthodes.